Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, l'Artichaut revient avec une nouvelle vidéo. Nous avons eu la chance de pouvoir discuter avec l'artiste contemporain Julien Hérault sur son parcours, son travail et sa vision du métier d'artiste. Julien est né en 1979 et se forme en autodidacte à la peinture. Il est connu pour ses grands tableaux abstraits aux couleurs profondes et il nous explique son approche et ses intérêts artistiques. C'est parti. J'aimerais d'abord revenir avec vous sur votre parcours d'artiste autodidacte. Comment êtes-vous devenu artiste ? Comment devenu artiste? Je suis pas sûr qu'on choisisse d'être artiste. Moi, mon parcours, je me suis toujours intéressé. Je crois qu'au départ, c'est vraiment un intérêt qu'on peut porter à l'art, quel que soit le support. Moi, je me suis par exemple intéressé à la photographie, l'aquarelle, mais pas forcément à la peinture au départ. Et je suis pas sûr qu'on choisisse de devenir artiste parce que c'est déjà assez compliqué comme ça et c'est bien de vouloir le devenir, mais je suis pas sûr qu'on se dise tiens un jour je vais devenir artiste. Le parcours est quand même assez long et compliqué. Non, et à un moment donné pour moi c'est devenu une évidence. J'ai eu envie de peindre. On va forcément reparler de Zauki parce que pour moi non seulement dans les influences picturales, il y a aussi quelque chose qui s'est passé avec cet artiste. Je me suis intéressé, j'ai déjà trouvé son travail magnifique à la base. Et il a fait un tableau qui a été assez révélateur pour moi. C'est une interprétation d'une image assez connue de l'atelier de Matisse. C'est les doubles portes de l'atelier de Matisse. Et quand j'ai vu qu'il a réinterprété à sa manière, avec son style, cette photo, ça a débloqué quelque chose en moi et je me suis dit, bon, en fait, on peut passer des messages à travers l'art et de plusieurs manières différentes et même sans que ce soit forcément compris par tous. Ça m'a beaucoup plu au départ. Donc en fait, j'ai commencé bien sûr, à me mettre à peindre et c'est peut-être un concours de circonstances ou un besoin qui était enfoui chez moi, mais oui, j'ai sorti à peu près une vingtaine de toiles le premier mois. Et le hasard de la vie a fait qu'en fonction de ces rencontres-là, un mois après, j'exposais dans un colloque de médecine où j'ai fait une exposition solo, alors bon, qui était de mon niveau de l'époque, mais en tout cas, ça s'est passé comme ça. Donc j'ai très vite vu ce que ça pouvait faire de faire une exposition en peinture. Et le parcours a été quand même assez long parce que j'ai eu un petit parcours avec la santé qui a été un peu compliqué, donc a retardé un petit peu tout ça, mais voilà, j'ai jamais arrêté de peindre, ça fait plus de 20 ans que je peins, ça fait maintenant 10 ans que j'en vis. Et voilà, je pense qu'en fait, quand on commence, on n'a pas la prétention de se dire je vais devenir artiste ou je vais en vivre, mais on a cette envie-là de le faire, d'essayer. Et j'ai eu la chance après par la suite de pouvoir intégrer les galeries parce que c'est quand même le but. J'ai toujours vu ce métier comme une collaboration entre artistes et galeristes. Donc très vite après, quand j'ai pu et que la santé me l'a permis, j'ai pu vraiment préparer des tableaux. J'ai tout mis sur un petit iPad. Je suis allé avec ma femme et ma fille démarcher les galeristes. Et la deuxième, ça a fonctionné. Donc le parcours a commencé à partir de là. Donc ça s'est fait. Aujourd'hui, je me rends compte de la chance que j'ai eue peut-être. Oui, parce que c'est rare que ça se fasse de façon si simple, j'ai envie de dire. Mais oui, en fait, ça s'est fait assez naturellement. Les planètes se sont très vite alignées pour moi. Et après, je crois qu'on se rend plus réellement compte dès qu'on est pris dans ce métier-là. On devient artiste. J'ai jamais pu, moi, me considérer comme un artiste tant que j'étais pas en galerie et que j'avais pas vendu ma première toile. C'est peut-être paradoxal parce que je pense qu'il y a plein d'artistes qui n'arrivent pas à rentrer dans des galeries, qui sont pourtant ou qui pourraient devenir de très bons artistes. C'est un chemin de vie en fait. Mais moi en tout cas personnellement, et ça n'engage que moi, je me suis jamais considéré comme un artiste tant que je n'étais pas rentré dans une galerie et tant que je n'avais pas vendu ma première toile. Donc c'est pour ça que ça a mis 10 ans. Mais au bout de ces 10 ans, je me suis effectivement considéré comme un artiste à partir de ce moment où l'aventure a commencé pour moi. Mais voilà, je pense qu'on a tous un parcours différent quand on devient artiste. Il y a ceux qui font le chemin des beaux-arts évidemment, ou d'autres écoles d'art, et puis ceux qui sont autodidactes. Moi, j'ai choisi par la force des choses, j'ai été autodidacte, mais je pense que ça n'enlève pas de valeur et ça n'est pas non plus ceux qui font les beaux-arts, c'est pas ce que je veux dire, mais oui, bien sûr. Je pense que c'est deux choses, c'est deux façons de voir les choses qui sont totalement différentes, mais qui arrivent au même point en fait. Oui. Le chemin d'autodidacte est beaucoup plus long parce qu'on n'est pas accompagné, parce qu'on sait pas trop au début, parce qu'on tâtonne, etc. Mais on va directement là où on veut aller aussi. Donc le chemin est peut-être un peu plus direct, mais il y a énormément de travail parce que la technique on peut pas forcément l'avoir comme ça de façon instinctive.
Mais ce parcours-là et la façon dont j'y suis parvenu m'a beaucoup plu, moi en tout cas, et c'est comme ça que je suis devenu de façon un peu presque au hasard, j'ai envie de dire. Oui, puis ça dépend des sensibilités aussi de chacun, des galeristes, Ça dépend des sensibilités de chacun des galeristes. Je crois qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais artistes. Un artiste qui fait un tableau, je pense qu'il est autant satisfait que n'importe quel artiste qui est en galerie. C'est le jeu de la loterie. Pourquoi les galeristes vont aimer et pourquoi les gens vont acheter par rapport à un autre, alors que je pense que les deux artistes, entre celui qui se vend et celui qui ne vend pas, ils ont la même satisfaction quand ils font leur travail. C'est juste que c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, et c'est ce qui rend aussi ce côté magique de ce milieu-là et de l'art en général. Quelles sont les caractéristiques d'une toile réussie pour vous? Je crois que c'est... même si elle peut être, ou elle peut sembler être réussie sur le moment, c'est une question de temps. Et il y a Francis Bacon un jour qui a eu une interview dans un cinéma, et pendant l'interview on projetait forcément ses œuvres sur l'écran, et un jour, à un moment donné, on lui pose la question et on lui dit qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces tableaux, quel est votre premier sentiment? Et il a répondu, j'ai envie de toutes les retoucher. Ça prouve bien qu'en fait c'est une question aussi de temps. Un artiste, pour moi, c'est quelqu'un qui doit évoluer aussi. Et je pense que quand on est dans une évolution, qu'on va vers l'avant, qu'on essaye d'évoluer dans son art, on a du mal des fois à regarder en arrière. Les tableaux que j'étais fier de présenter à mes galeristes ou aux gens, j'aurais peut-être beaucoup plus de mal aujourd'hui. Donc c'est vraiment pour moi une question de temps. Une toile n'est jamais réussie, je pense. C'est un peu comme quand elle vous appartient pas, en fait, la toile. Je crois que un tableau vit à travers le temps, le regard change, à la fois ceux des acquéreurs, ceux des galeristes, ceux du marché de l'art, ceux de l'artiste. Et c'est une question de chronologie, tout ça. C'est une toile qui est réussie sur le moment peut être ratée 10 ans après pour celui qui l'a faite. Donc c'est une question de temps, je pense. On n'a pas vraiment de barème pour dire cette toile c'est un chef-d'œuvre, cette toile est réussie. Je pense que moi, en tout cas, pour répondre plus précisément à la question, moi, une toile qui est réussie, c'est une toile que j'ai envie déjà de montrer à mes galeristes. Parce que ça commence par ça. Avant même qu'elle soit présentée au public, il faut qu'elle plaise déjà à mes galeristes, sinon forcément elle sera pas présentée. Donc il faut qu'elle me plaise à moi avant tout, il faut que ça me donne envie de la présenter ensuite à mes galeristes, et après bien sûr la phase finale c'est de la présenter aux gens et éventuellement les vendre aussi forcément, mais voilà, c'est plutôt un cheminement et c'est une question de temps tout ça, mais je suis pas sûr qu'on puisse dire celle-ci est réussie parce qu'elle est réussie aujourd'hui pour moi, elle sera peut-être pas demain ou dans 10 mois ou dans un an. Oui, c'est très subjectif. Exactement. Lorsque je regarde votre travail, j'ai souvent l'impression de voir des relevés topographiques, des cartes météorologiques ou des vues d'artistes de surface de planètes inexplorées. Avez-vous un intérêt pour les sciences de la Terre? J'ai l'impression que vous avez un regard à la fois scientifique et poétique qui se retrouve dans vos compositions abstraites. Alors, non. Non, pour la simple et bonne raison que pas de manière aussi précise. Moi j'ai un thème qui est le paysage abstrait. Donc forcément on peut retrouver tout ce que vous avez dit, mais c'est pas dans ce but-là que je le fais et c'est pas par intérêt non plus pour ça que je le fais. Moi ce qui m'intéresse dans les paysages abstraits, c'est de garder ce côté abstrait justement. Donc on a un thème pour dire que oui, je suis dans la représentation de paysages abstraits au-delà de l'abstraction lyrique, mais moi, ce qui m'intéresse dans les paysages abstraits, c'est que en fait, il y a un jeu de mémoire aussi. Quand on a tous été un jour devant un paysage qui nous a émerveillés ou époustouflés par des jeux de lumière, par des jeux de texture avec énormément de détails, et on se rend compte que ce paysage a énormément de détails, mais suivant où on se positionne, on voit pas les choses de la même manière. Si on est très très loin, les détails forcément deviennent beaucoup plus lisses ou disparaissent si on a une vue d'ensemble. Et au-delà de cette vue d'ensemble, on a aussi un souvenir de ce paysage-là. Et moi, ce qui était intéressant pour moi dans cette forme de paysage abstrait, c'était de retranscrire un souvenir un peu flou d'un paysage qui nous a émerveillés ou qui nous a beaucoup plu. Donc voilà, moi c'est mon axe de travail, c'est plus ça. Donc on est, oui, certes, tout ce qui peut toucher à quelque chose de tellurique, tout ce qui peut terrestre et tout ce qui est paysage, mais beaucoup de gens vont dire on dirait un ciel, on dirait la mer, on dirait la montagne, on dirait tout ça, mais moi je travaille beaucoup plus un sentiment un peu de paysage enfoui dans notre mémoire qu'on a du mal à retranscrire de façon précise, mais l'image reste quand même belle. Voilà, donc moi je suis plus dans
dans ce registre-là quand je travaille. Oui, donc c'est des souvenirs Alors, oui, alors pas forcément, parce que je voyage pas tant que ça pour faire autant d'images, mais sur le principe, oui, j'aime bien me dire que je fabrique même des images de paysages que quelqu'un aurait pu garder dans un souvenir un peu lointain et flou, et de leur retranscrire de manière très subjective en fait. Voilà, ça c'est ce qui m'intéresse dans ce travail-là, et chacun peut y voir ce qu'il a envie. Alors ça c'est le côté un peu bateau qu'on entend tout le temps quand on fait de l'abstraction, mais c'est quelque chose qui m'a toujours aussi passionné dans l'abstraction, parce que je n'ai pas fait que de l'abstraction dans ma courte carrière, mais j'ai toujours aimé l'abstraction pour ça, parce qu'en fait qu'on puisse discuter devant une toile avec 4 ou 5 personnes et que la vision de chaque personne est totalement différente, malgré le fait qu'on se rejoigne dans ce qu'on dit, je trouve ça extraordinaire et vachement passionnant. Donc j'aime bien cette liberté d'accompagner les gens dans ce qu'ils ont envie de voir, et de pas forcément... c'est pour ça d'ailleurs que je mets même pas de titre, même si ça n'aiderait pas plus que ça, mais voilà, je veux laisser la totale liberté à la personne qui regarde de voir ce qu'il a envie, de ressentir ce qu'il veut, parce que au bout du compte, peu importe ce qu'on fait en art, dans la retranscription de ce qu'on a envie de faire, c'est surtout ce que la personne va ressentir qui est importante. Donc voilà, moi c'est vraiment ce qui me plaît à travailler, et c'est de me dire que les gens se retrouvent tout d'un coup dans quelque chose où ils mettent pas forcément le doigt sur quelque chose de formel, de bien défini, et pourtant ils ressentent une émotion qu'ils contrôlent pas, et ça c'est très intéressant. Pour vous, qu'est-ce que l'art, et comment concevez-vous votre travail d'artiste dans le monde dans lequel nous vivons? Pour moi, déjà, le métier d'artiste, il va de pair avec le métier de galeriste. Je sais que ça se perd un petit peu, ou en tout cas, il y a d'autres manières de travailler quand on est artiste, et il y a une autre façon de l'aborder, ce que je respecte totalement. Moi, je l'ai toujours envisagé avec une espèce de collaboration entre artistes et galeristes. C'est très rassurant pour moi d'être confronté à des galeristes qui ont de l'expérience, qui ont une vraie vision sur le marché de l'art et sur le ressenti des collectionneurs. On est complémentaires parce que nous, en fait, au bout du compte, on se préoccupe pas de tout ce côté qui est aussi important dans tout ça. Il y a quand même un aspect commercial qui est là, et on peut pas non plus dire on est en dehors de tout ça. Non, pour continuer à peindre, il faut vendre, et que pour que les galeries continuent à exister, il faut qu'elles vendent aussi. Le jeu des collectionneurs est très important là-dedans. Donc tout ce travail-là que font les galeristes, nous on peut pas le faire. En tout cas, moi je me sens pas capable de le faire, et c'est pas du tout mon métier de toute façon. Donc j'ai toujours vu ça comme une vraie collaboration, et je pense que les galeristes, en fait, ont cette capacité aussi à faire évoluer les artistes dans le bon sens, sont là aussi pour les rassurer, pour les faire évoluer, pour aller de l'avant. Donc, moi, je ressens réellement ce besoin-là. Après, aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça se passe toujours comme ça, effectivement. Moi, je le vois pas autrement. Après, c'est un choix personnel, et il n'y a aucune critique dans ce que je dis. Ça reste très personnel, et c'est ma vision des choses qui reste la mienne. Je pense pas que j'aurais pu atteindre ce niveau-là et faire ce que je fais aujourd'hui sans cette collaboration-là avec les galeristes. Donc moi, c'est ma vision aujourd'hui de ce marché-là. Effectivement, que les artistes comme les galeristes ont besoin aussi de tous ces collectionneurs qui nous suivent, qui croient en nous, parce que avant d'être une signature, on est avant tout des artistes émergents, et que avant éventuellement de devenir, ce qui est très difficile, il y a tout un parcours, ça dure très longtemps, et heureusement que les collectionneurs ne s'intéressent pas que non plus à des signatures. C'est bien sûr il y a des gens qui aiment ce que vous faites. Heureusement, sinon on ne ferait pas l'interview. Et il n'y a pas que des collectionneurs non plus, mais je veux dire, c'est un équilibre, tout ça. Je suis très heureux de rentrer dans de très belles collections, comme j'ai eu la chance de rentrer, comme je suis très heureux d'être le premier achat d'un éventuel futur collectionneur ou non, on s'en fout d'ailleurs. Mais voilà, je pense que tout est important, tout est nécessaire en fait. De pouvoir donner l'accès et la visibilité au tableau aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Les galeristes, ça reste des endroits
les galeries, ça reste des endroits où c'est ouvert au grand public, où n'importe qui peut franchir la porte pour venir voir et discuter avec les galeristes de tel ou tel travail, de tel ou tel tableau, et que ce soit des signatures ou non d'ailleurs. Et ça, c'est très important. Je trouve que le monde des réseaux sociaux, des sites internet, voire même des salons est très très bien. Et ça permet de démocratiser aussi et de l'offrir peut-être encore plus à un plus grand nombre, mais ça déshumanise un petit peu les choses. Les artistes, on les rencontre en règle générale qu'au moment du vernissage, et on n'est pas forcément très disponible parce qu'on est très demandé, ou on discute avec beaucoup de personnes, donc on peut pas non plus répondre à tout comme les gens le souhaiteraient peut-être. Donc si on n'a pas non plus un lieu où les gens peuvent venir discuter, parce qu'un galeriste pourra répondre à toutes les questions de la même manière que je le ferai, puisqu'ils connaissent très bien mon travail et le travail de tous leurs artistes. Voilà. C'est important pour moi que ça reste humain, puisque pour moi ça reste aussi et avant tout une aventure humaine entre l'artiste et le galeriste, et ça doit le rester avec les gens aussi. Donc c'est vrai que j'ai un peu plus de mal avec ce côté un peu moins humain de ce côté réseaux sociaux ou site internet. Moi je fonctionne pas comme ça, mais ça a commencé avec une aventure humaine et je veux que ça le reste. Donc voilà, je reste axé sur cette façon et cette manière de travailler. Oui, c'est important de faire le lien entre vous et finalement la personne qui passera dans la rue, dans la galerie. Exactement. Oui, et puis c'est important de le voir en vrai. Moi, j'ai la particularité d'avoir des tableaux qui sont assez durs à prendre en photo. Ça me rend pas du tout de la même manière que quand on les voit en vrai, par rapport au jeu de lumière qu'il y a sur la matière, etc. Donc, et puis même la plus belle des œuvres en photo sur internet ou sur un écran ne peut pas rendre l'émotion qu'on a en vrai de la regarder. Donc si ces lieux n'existent pas pour venir les voir, tout le monde n'a pas la chance d'avoir le talent pour entrer dans des musées. Il y a une sélection qui est faite évidemment. Heureusement, il y a beaucoup plus d'artistes que de musées, donc forcément il faut qu'il y ait d'autres lieux pour pouvoir voir les œuvres. Donc voilà, pour moi, je suis très attaché à ça et je trouve que c'est très important. Vous dites souvent dans vos interviews que vous êtes un très grand admirateur du maître de calligraphie Akeji Sumiyoshi, ainsi que de Zhao Wuqi ou de Xu Teixun. On voit une proximité esthétique avec votre travail et certaines formes d'abstraction lyrique. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur votre processus de travail ? Moi, je suis d'origine japonaise, donc forcément, toutes ces influences asiatiques, j'y suis très sensible et ça m'a tout de suite intéressé, interpellé. Il y a forcément quelque chose qui me parle consciemment là-dedans. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Zhao Wuqi a eu un déclic avec sa peinture qui m'a vraiment donné envie de m'exprimer à travers cette manière-là, à travers la peinture. Je sais pas réellement s'il y a quelque chose de similaire ou autre. J'apporte pas forcément un grand intérêt ou d'inspiration. En fait, moi je dis souvent que quand je peins, je sculpte la toile avant, parce que je mets en place la matière. Donc il y a tout un processus aussi de séchage. Quand on parle de matière, il y a forcément un moment de séchage. Et donc je sculpte la toile avant de la peindre. Et en fait, je cherche un équilibre. C'est vraiment la façon que j'ai de travailler reste sur un équilibre de trois choses. C'est la couleur, la lumière et la matière. Et le plus important pour moi, c'est vraiment de réussir à faire en sorte que l'un ne prenne pas le dessus sur l'autre. Et la manière que j'ai de construire mes tableaux, c'est celle-ci, c'est-à-dire que à un moment donné, il ne faut pas que la couleur prenne le dessus sur la matière, que la lumière non plus sur la matière ou la couleur, etc. Donc je cherche vraiment à travailler sur cet équilibre. Et pour moi, pour revenir encore sur la question de tout à l'heure, c'est oui, une toile réussie, c'est quand je pense que j'ai réussi à avoir sur chaque toile un équilibre entre la lumière, la matière et la couleur. J'ai un travail de couleur qui est assez particulier parce que donc déjà je peins à l'huile, donc forcément on n'a pas les mêmes teintes qu'en acrylique. Moi j'aime beaucoup en plus travailler les couleurs de façon assez feutrée. J'utilise rarement des couleurs flashy. Je suis beaucoup plus dans des couleurs très feutrées, très douces, même si il y a plusieurs couleurs différentes évidemment dans ma manière de travailler. Mais voilà, je cherche cet équilibre. Après, j'ai un autre travail qui est le travail des tableaux blancs, où là c'est un travail avec la poudre de marbre et le pigment.
Et là, en fait, on est sur quelque chose où j'avais envie de faire un peu comme un négatif de photo. Je voulais vraiment avoir une approche totalement différente de mon travail de peinture traditionnelle au pinceau. Où là, je voulais avoir une gestuelle un peu plus libre, un peu plus relâchée, avec une approche de la peinture différente. Alors même si je sculpte la toile aussi avant de la peindre, enfin en tout cas de la finir. Voilà, c'est un travail avec une autre approche, avec un travail beaucoup plus instinctif, un peu plus relâché, un peu plus gestuel, mais qui moi m'intéresse aussi par rapport à justement cette opposition qu'il y a entre la façon que j'ai de peindre mes tableaux en couleur et la façon d'aborder ces tableaux blancs. Et du coup, pour ces tableaux en question, vous jetez directement le C'est de la projection de pigment. Après, il y a toute une technique pour pouvoir faire en sorte que le pigment puisse tenir à certains endroits et pas à d'autres. Il y a une manière aussi de faire certains effets. Ce que je voulais, c'est que je voulais quand même avoir la main sur la technique et pas avoir quelque chose d'aléatoire. Je voulais quand même qu'il y ait une certaine maîtrise dans ce que je fais. Je voulais avoir quand même la main dessus pour pouvoir quand même aller là où j'ai envie d'aller et représenter ce que je veux quand même un minimum maîtriser. Voilà, je voulais pas quelque chose où on jette et puis on voit ce que ça fait et puis c'est beau, c'est pas beau et puis basta. Non, je voulais quand même qu'il y ait quand même un minimum de technique et de maîtrise dans ce que je fais. Mais après, ça reste beaucoup plus instinctif et beaucoup plus relâché que le travail des tableaux en couleur traditionnels. D'accord, mais ce qui ressort de ce que vous dites, c'est une certaine recherche finalement de l'harmonie dans votre travail. Toujours. Même au niveau des couleurs peut-être aussi. Toujours. Oui. Toujours, c'est très important parce que en plus on est dans l'abstraction, donc à partir du moment où on n'est pas dans la figuration, il faut peut-être même encore plus accentuer l'équilibre. Je pense qu'une toile abstraite qui n'a pas d'équilibre, c'est une toile où on n'a pas envie de s'attarder dessus et donc on va pas forcément ressentir d'émotion. Il n'y a pas de limite dans l'abstraction, donc si on n'arrive pas à lui donner un certain équilibre et une certaine harmonie, on va passer à côté de toutes les émotions et la poésie que la toile peut retranscrire. Donc voilà, je pense vraiment que pour l'abstraction, il est très important d'équilibrer les toiles, parce qu'encore une fois, un portrait, on sait s'il est réussi ou non. Une toile abstraite, c'est discutable. Donc pour moi, une toile abstraite, ou en tout cas les blindades, elles sont réussies à partir du moment où il y a un vrai équilibre à l'intérieur. Quel est votre rapport à la couleur ? Dans vos tableaux, les dominantes sont souvent le bleu, le noir et le blanc. Certains autres sont à dominante chaude, rouge et orange. Comment déterminez-vous le choix des couleurs ? À un moment donné, je pense que, notamment dans l'abstraction, mais pas que, on peut choisir de faire une série, une période. On peut parler de la période bleue de Matisse, de Picasso, etc. Où effectivement avoir un panel de couleurs et de façon de s'exprimer assez large. Moi, j'ai choisi justement de pouvoir travailler à peu près toutes les couleurs, ou en tout cas celles que j'avais envie de travailler sur le moment, sans vraiment me poser de questions. Après, je pense qu'on est vraiment sur aussi, encore une fois, un équilibre quand on prépare une exposition. Où on fait une exposition sur une seule couleur monochrome et puis on joue le jeu à fond, où on crée une certaine diversité pour pouvoir justement créer un équilibre dans l'exposition et faire en sorte que pour les spectateurs, les collectionneurs et les gens qui viennent voir l'exposition, il y a quand même une lecture agréable et surtout assez variée. Donc voilà, et puis c'est un plaisir de pouvoir travailler. Et c'est pas, encore une fois, c'est par période. Je vais avoir des périodes où je travaille le bleu de manière très facile et de manière très spontanée. Donc je pense que on se retrouve tout d'un coup à avoir des tableaux peut-être en plus grand nombre de cette couleur-là. Et puis par d'autres moments, ça va être des couleurs et des tons plus chauds. Voilà, je cherche pas à m'obliger de quoi que ce soit hormis expo, parce que voilà, encore une fois, on essaie de créer un équilibre et une lecture pour une scénographie assez intéressante pour les gens, mais sinon ça je me bloque pas dans, si j'ai envie de faire que des bleus à un moment donné, je ferai à peu près que des bleus ou en plus grand nombre, mais je laisse faire en fait. Je crois que c'est en fonction du moment, de ce qu'on ressent, de l'envie. Il y a des affinités avec des couleurs, c'est par période aussi. Voilà, je suis assez à l'écoute de ça et je laisse faire un petit peu naturellement.
D'accord. Vous travaillez également avec d'autres supports et médiums, notamment le vitrail. Que cherchez-vous et que trouvez-vous dans ces différentes explorations ? En fait, le plus important, c'est la manière de s'exprimer. Je pense qu'il est très difficile d'être à la fois peintre, sculpteur, et peu importe même tous les autres supports qu'on peut avoir. On peut le faire évidemment. Il y a des savoir-faire différents, ça prend énormément de temps, il y a toute une manière d'approcher les choses. Après, encore une fois, je me laisse guider aussi par les rencontres. On rencontre des gens à un moment donné avec qui on discute, avec qui des projets se montent, avec des idées en tête, parce que on a une idée sur une sculpture, sur notamment pour moi les vitraux, sur la création d'une poubelle en vitrail, etc. Voilà, il y a à un moment donné des idées qui arrivent, des envies de création sur un autre support, et des rencontres qui font que des fois ça se fait ou ça se fait pas, que ce soit à travers un collectionneur, un galeriste, voilà. J'y prends plaisir à le travailler d'une autre manière, parce que la peinture, en tout cas pour moi qui suis peintre, on est dans l'immédiateté de devoir réaliser les choses dans une espèce de continuité de son travail, par rapport au stock, par rapport aux ventes, par rapport aux expos, par rapport au salon. Donc on est toujours dans le renouvellement constant de cette technique, de ce travail, et de faire des tableaux. L'avantage d'aller vers d'autres supports, que ce soit la sculpture ou autre, c'est que du coup on a beaucoup plus de temps pour le travailler. On n'a aucune obligation de réalisation, parce que c'est pas ce que je dois faire en premier. Et voilà, et on a le temps de le peaufiner, on a le temps d'en parler, on a le temps de le concevoir, de le réaliser. Et donc du coup voilà, c'est quelque chose où je prends aussi beaucoup de plaisir à aborder une autre façon de faire la création, et d'une autre manière. Donc voilà, ça c'est pour moi très intéressant. Mais voilà, je pense pas qu'on puisse, peut-être, mais j'aurais du mal, je pense, en tout cas pour moi, de travailler autant dans la peinture que dans la sculpture ou autre, parce que c'est pas du tout la même approche, c'est pas du tout la même façon d'aborder les choses, et je veux garder le maximum de mon temps pour la peinture, en gardant quelques récréations pour certaines conceptions de sculpture ou réalisations d'idées, qui sont pour moi tout aussi intéressantes, mais qui demandent pas le même temps, qui demandent pas la même concentration, qui demandent pas les mêmes exigences. Après, ça peut évoluer dans le temps, mais en tout cas, pour l'instant, je prends plaisir à ce que ça reste comme ça. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Julien Hérault. Merci à vous. Et voilà, cet entretien avec Julien Hérault est déjà terminé. Nous espérons que vous avez autant aimé l'écouter que nous. Personnellement, nous apprécions beaucoup ses œuvres, et ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir vous faire découvrir son fabuleux travail. Un grand merci à la Galerie Sarto, qui le représente et sans qui cette rencontre n'aurait pas été possible. Et surtout, si vous en avez l'opportunité, allez admirer les œuvres de Julien Hérault à la Galerie Sarto dans le 7e arrondissement. Elles sont encore plus belles en vrai. Un grand merci pour votre écoute, et à la prochaine!